Bonjour à tous, bonjour Paul Gara. Salut Rémi. Aujourd'hui, nouvelle émission et cette fois-ci, contrairement à ce qu'on avait dit dans l'émission précédente, ce ne sera pas les jeux d'enquête, pas encore. On est sur une catégorie qui est un peu bizarre parce qu'elle ne correspond pas à une mécanique de jeu à proprement parler. On a décidé de parler des jeux Icebreaker, donc les jeux brise-glace, qui peuvent être utilisés dans plein de circonstances et qui regroupent du coup plein de mécaniques de jeu plutôt typé jeu d'ambiance. Oui. Et l'idée est de trouver des alternatives à Blanc Manger Coco. Mon jeu préféré, bien sûr. Voilà. Je sais pas pourquoi j'en étais sûr, mais c'est encore un jeu avec un passé sulfureux. Mais oui, à chaque fois, c'est fou ça quand même. Voilà. Donc on va discuter de ça et on commence donc avec ce fameux Blanc Manger Coco. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Oui, Blanc Manger Coco. Que dire. Moi, je n'y ai jamais joué. Déjà, Alors, le dis tout de suite. Moi, j'y ai joué. Je ne compte pas y jouer non plus. Moi, j'y ai joué. Le problème de... Enfin, il y a plein de problèmes Il y a avec plein Blanc de Manger problèmes. Coco. Voilà, c'est comme beaucoup de ce type de jeu-là. Dans tous les cas, ça dépend complètement du public avec lequel tu joues. Déjà. Oui. Et puis, le contenu est très variable. Mais j'ai l'impression que le contenu est quand même très orienté. Alors, très orienté. Que... En plus, ça dépend vraiment des boîtes. Ouais. Pour en avoir vendu et ouvert plusieurs boîtes, c'est clairement... t'as des boîtes qui sont 90% cul. Ouais, et donc tu vas parler de trucs improbables avec les joueurs autour de la table. Et puis après, il y a d'autres boîtes qui ont l'intelligence de mettre un peu plus d'autres typologies d'humour, avec de l'humour noir, avec des trucs bien sales, mais encore une fois, en fonction du public, ça peut fonctionner ou pas. D'accord. Voilà. Ouais, tu disais Blanc Manger Coco, il a une histoire très sulfureuse. Ouais. Puisqu'en fait, c'est un plagiat, on peut le dire. Hein. Oui. C'est une repompe d'un jeu américain qui s'appelle Cards Against Humanity, des mêmes auteurs-éditeurs que Secret Hitler. Enfin, c'est la même, plutôt des mêmes éditeurs. Ouais. Cards Against Humanity, qui est déjà lui-même une repompe d'un autre jeu qui s'appelle Apples to Apples. Sorti en 99. Un jeu sorti en 99 qui était... En fait, dans ces jeux qu'on appelle un peu les jeux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont là effectivement pour créer une interaction entre les gens et créer un lien là où il n'en existait pas, qui avait par rapport aux jeux de quiz dont on parlait la dernière fois, où ça ne repose pas sur une compétence ou un talent ou une connaissance, ça repose juste en fait, sur les personnes qui sont là autour de la table. Tout à fait. Donc Apples to Apples, c'était un jeu dans lequel on avait des cartes avec un thème, on avait une main de cartes et on devait essayer de trouver la carte parmi notre main qui matchait le mieux avec le thème qui était proposé, et le joueur actif ou la joueuse active officier en tant que juge et puis aller dire ce qui fonctionnait le mieux. Donc c'est un jeu ultra simple, tu l'as dit, de 99, je vais pas dire de bêtises, de Matthew Kirby, je pense, qui est crédité, et il y a un autre auteur qui est Mark Alan Osterhaus, et je crois que le concept du jeu c'est Matthew Kirby, et qu'en fait ce qui a fait l'autre auteur, c'est qu'au départ il y avait un plateau de jeu et lui notamment il a dit d'enlever, finalement de ne garder que les cartes et que ça fonctionnerait très bien. Donc Cards Against Humanity, c'est un jeu qui reprend déjà ce jeu-là, qui a dès l'origine eu ce côté très subversif, transgressif, puisqu'on sait qu'on va parler, il y a beaucoup d'ajar, rien que le nom, Cards Against Humanity, ça sort pas nulle part, c'est un jeu de mots sur Crime Against Humanity, crime contre l'humanité. Franchement, déjà, il faut avoir envie de faire des jeux de mots là-dessus. Moi, je trouve ça pas super drôle. Enfin, à titre perso, je ne valide pas. Voilà. Donc, tu vois bien que quand même, on voit que la barre, elle est déjà assez haute. Ce jeu, il est proposé en print and play, puisqu'il a une licence Creative Commons, c'est-à-dire il a une licence spécifique Creative Commons, qui n'est pas juste la Creative Commons de base. Parce que voilà, Creative Commons, il y a plusieurs possibilités en fait. J'ai plus le nom exact, mais en l'occurrence, la licence qu'ils ont utilisée permet l'utilisation, mais pas la recréation, mais pas la commercialisation. Voilà, donc déjà on se dit qu'il y a un petit souci. Ouais. Mais il a quand même fait l'objet d'un Kickstarter. À l'époque, qui avait levé, je crois, $15 000 de l'époque. Et quand il a été mis en vente, il était numéro 1 des ventes sur Amazon. Donc Cards Against Humanity, c'est 2009, la date de sortie. Ça doit être ça, ouais. Et le jeu avait eu quand même très mauvaise presse, puisque il y avait notamment des personnes qui avaient expliqué que en vrai, c'est un jeu qui se veut transgressif, mais qui ne l'est en réalité pas.
pas du tout, puisqu'en fait, c'est plutôt quelque chose qui... Alors, j'ai la citation en anglais, mais on est déjà dans une société où le transgressif est la norme. Et donc, en réalité, c'est plus du tout transgressif, il n'y a rien de transgressif là-dedans, et que ça joue juste sur les bas instincts humains. Il y a plein de blancs manger coco, donc ils ont fait... forcément... Ils n'ont pas repris les cartes américaines, parce qu'il y a beaucoup aussi de choses qui sont très contextuelles à la culture américaine. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ils ont recréé des cartes françaises, ils ont amélioré, mais on sait qu'on trouve beaucoup de cartes qui... donc, c'est un jeu... en cartes, on va former un peu faire des propositions avec ces cartes, mais on va trouver beaucoup de cartes qui vont pousser à des propos misogynes, racistes, homophobes, transphobes, grossophobes. Il y a aussi, on le sait, même dans la version américaine, il y a des cartes genre child abuse. Voilà, il faut avoir envie de rigoler avec ça. Même dans la version française, l'humour pédophile existe aussi. Voilà, et donc Blanc Manger Coco, eux, ils ont repris le jeu, mais manifestement, ils l'ont commercialisé. Et je pense que c'est une énorme vente. Et ce qui explique aussi Blanc Manger Coco, c'est une énorme vente. Et ce qui explique aussi que tu as un autre jeu qui s'appelle Limite Limite, qui est exactement le même jeu, grosso modo. Oui, et puis il y a eu plein de dérivés, en fait. Alors, Limite Limite est effectivement exactement le même jeu. Ce qui explique, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas c'est pas comme un jeu classique avec qui serait protégé. Et encore, je sais même pas comment... Honnêtement, c'est là qu'il y a un vrai sujet sur le droit d'auteur, etc., au-delà des licences Creative Commons et autres. Mais effectivement, Limite est exactement le même jeu. Et ils ont fait aussi un truc qui s'appelle Pavlova Coco. Oui. Qui lui-même est encore un plagiat d'un autre jeu américain qui s'appelle Joking Hazard. Oui, donc les mecs sont forts quand même. Hein. Et en même temps, Joking Hazard, moi j'avais fait j'avais fait le financement de ce truc-là parce que on est sur des illustrations de comics un peu. Cyanide et Happiness. Oui, voilà, ça. Et donc un côté complètement barré. Les traductions avaient été faites avec les genoux en fait. Je pense qu'ils ont absolument pas utilisé un traducteur professionnel. À tel point que le localisateur français, qui est de mémoire Lucky Duck Games, avait remboursé tous ceux qui avaient pris la localisation française tellement c'était nul à chier. D'accord, voilà. Ok, ça je savais pas. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Ouais. Voilà. Depuis, je crois qu'il a été retraduit et qu'il est maintenant disponible en boutique, mais je l'ai jamais pris en boutique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même des jeux qui font beaucoup de leur com et sur ce côté super racoleur que moi je déteste. Ouais. Je me souviens, ça c'est vraiment une anecdote ultra personnelle, mais vraiment moment de gêne ultime à Cannes. Il y avait à l'époque, c'était Atalia qui distribuait Limite Limite. Et il y avait des grands trucs pour Limite Limite avec, je sais pas, une phrase à la con et ça se finissait avec levrette. Et moi, j'étais avec mon fils, qui avait 8 enfants, ans. C'est super. Voilà. Et qui, quart d'heure après, me dit « Maman, c'est quoi grand moment de solitude dans les années de Cannes ». Et voilà, j'avais vraiment envie de mourir. Et je disais, en plus, vous êtes dans un salon qui est ultra familial. Ah ouais, c'est très grand public, voilà. Bien sûr. Vous êtes gentils, les gars, merci. Non, on n'a pas forcément envie de subir ça. Je pense qu'il s'était un peu foiré sur la com, là. Moi, je trouve ça vraiment... Pour moi, c'est rédhibitoire. C'est genre vraiment, ces trucs... Et donc, voilà. Je comprends complètement. Il y a eu d'autres déclinaisons chez Blanc Manger Coco. Ils ont sorti un jeu, j'ai plus le nom évidemment, mais qui fonctionne un peu sur le même principe où les joueurs sont invités à un événement particulier et doivent jouer des cartes pour indiquer ce qu'ils amènent à cet événement. Évidemment, ça reprend Gift Trap, ça un peu. Alors, je ne le connais pas celui-là, mais en l'occurrence, on est effectivement sur ce principe-là. Sauf qu'un des joueurs n'est pas invité au même événement que les autres. Ah, d'accord. Il faut réussir à le trouver. Ok. Voilà. Donc, je te laisse imaginer. Tu peux te retrouver avec ça m'est arrivé, globalement, tu as une commémoration à Auschwitz. Ah, c'est tellement drôle, tiens. Mis en face de la bar mitzvah du petit dernier. Voilà, mais bien sûr. Donc, je te laisse imaginer le merdier qu'il peut y avoir sur la table et quel plaisir ça peut faire aux gens de confession juive qui peuvent être autour de la table. Voilà, c'est bien. Voilà. Et puis après, tu leur proposes un secret d'Hitler dans la foulée. Voilà. Tout va bien. Bref. Du coup, on va expliquer. C'est pour... Vous voyez, toutes les bonnes raisons de ne pas jouer à ce jeu et de le remplacer. En plus, ils ont déjà trop d'argent. Arrêtez de leur en donner. C'est très possible, effectivement. Voilà. Et donc, après, il y a aussi plein de déclinaisons et des déclinaisons qui peuvent être un peu plus rigolotes, comme Ta Gueule. Ta Gueule, on est sur le même principe de on va compléter une proposition avec une phrase. Le côté marrant de Ta Gueule, c'est qu'on est sur de la punchline, en fait.
C'est-à-dire que j'ai même pas l'exemple en tête parce que ça fait bien trop longtemps que je l'ai essayé. Et donc, par exemple, la carte, ça peut être « Je veux faire le bonheur autour de moi » et on répond que de la punchline à l'aide des cartes qui nous sont distribuées. Et donc, la réponse peut être « Si t'as que ça à foutre ». Voilà. Donc ça, c'est ta gueule. C'est tout aussi con, mais comme on n'est vraiment pas sur de la complétion, on raconte pas une histoire, on répond juste à quelqu'un, on lui balance un truc dans la gueule, ça évite les dérives et c'est plutôt rigolo. Donc, voilà. Et la première proposition pour remplacer ce genre de jeu, et qui est un vrai icebreaker, parce que l'éditeur en a même fait une version professionnelle pour jouer dans l'univers, dans le monde du travail, et c'est mon meilleur pour moi. C'est ton préf. C'est mon préf. On peut dire ça. Hop, c'est Top 10. Top 10, on est là sur un jeu où le but va être de se positionner dans nos réponses par rapport aux autres et sur une échelle de 1 à 10. Il y a toujours un capitaine qui va piocher une carte et lire une des propositions qu'il y a sur la carte. Et ça peut être, par exemple, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic du moins utile au plus utile. Et donc, le moins utile au plus utile, on a notre échelle qui va toujours de 1 à 10. Donc, imagine que moi j'ai 3 et toi tu as 9. Toi, tu as plutôt intérêt à dire un truc super utile. Et genre donc, par exemple, alors 9, on peut même aller encore plus loin, parce que la bouée de sauvetage, c'est très bien, mais on est dans de l'eau glacée, on est au milieu de la nuit, etc. Donc, plutôt une machine à remonter le temps, ou même carrément un bateau juste à côté. On peut vraiment pousser le délire très loin, parce que c'est notre imagination qui joue. Et donc, on peut, comme je le disais, avec la machine à remonter le temps, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. C'est super utile si on avait été à cette époque-là dans ce bateau-là. Et donc toi avec 3 tu ferais une proposition genre une machine à raclette parce que globalement la machine à raclette là c'est pas hyper nécessaire quoi. Puis ça va pas vraiment t'aider une fois que tu seras dans l'eau. Non, je confirme. Voilà. Et même à la limite, mais c'est toi qui as fait la proposition, donc c'est pas très grave, mais à la limite l'appareil à raclette c'est même presque déjà trop bas encore, tu vois. Mais tout ça va dépendre des propositions des autres joueurs et du numéro que tu as. Et c'est là où c'est super cool, parce que en fait, tu peux te retrouver avec des situations improbables où effectivement, quelqu'un avec 9 va dire une bouée de sauvetage. Et là, tu te dis, merde, moi j'ai 6, j'allais dire une bouée de sauvetage, qu'est-ce que je raconte? et voilà, et c'est canon, parce qu'il y a plein de questions possibles et imaginables. Ça va se jouer sur l'imagination des joueurs. Il y a certaines questions où il va même falloir mimer. Dans mon souvenir, il y en a une qui est un peu rigolote où tu dois mimer une envie pressante, de très pressant à pas du tout pressant. Bon, comment tu mimes pas du tout pressant, quoi. Et en fonction de ce que vont faire les autres, c'est hyper drôle. Et tu vois, moi j'ai déjà joué à Top 10. Je sais pas si tu avais joué à un jeu de Wolfgang Warsch qui s'appelle excusez-moi pour l'anglais, Wavelengths. Qui est un peu dans le même style, avec les ondes une sorte de roue. Alors non, j'y ai pas joué, mais je l'ai vu et ça avait l'air vraiment très cool aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu la même idée, puisqu'en fait, on va falloir se placer. Alors, je sais plus comment ça fonctionne, mais c'est un peu pareil, c'est par équipe. Mais là, c'était par équipe, en fait. Mais on a la même idée de se placer sur une échelle et d'arriver... en fonction de ça, savoir si la personne elle voulait être très loin ou très proche, quoi, faire deviner à ses coéquipiers. Mais c'est un peu le même type de fonctionnement. D'accord. Et donc, du coup, Top 10, un jeu d'Aurélien Picolet illustré par Laura Michaud et édité chez Cocktail Games. Comme je le disais en introduction, ils ont sorti une version à destination des entreprises qui s'appelle Top 10 Pro, je crois. Et ils ont également sorti... ça c'est, je pense, un besoin marketing. Ils ont sorti une version adulte qui s'appelle Top 10 18+, je crois, avec des thématiques un peu plus en dessous de la ceinture. Je trouve que c'est absolument pas nécessaire en fait. Mais il y a un public, donc je pense que c'est pour ça que Cocktail Games l'a fait. Mais je crois que il me semble avoir entendu Mathieu Despnous en parler. Je voudrais pas lui prêter des mots qui ne sont pas les siens, mais il me semble que je l'avais entendu dire qu'en fait, les gens avaient déjà des tournées Top 10 avec plein de propositions basées sur le cul.
Et donc, du coup, ils en ont fait un truc vraiment pour ça, plutôt que de détourner le jeu de base. Voilà pour mon pref, mon prums. Ok, ton prums, dans ton cœur. Ouais, exactement. Et le tien? Et le mien. Alors, tu vas dire que je dis ça à chaque fois qu'on se voit. Il faut savoir que les icebreakers, de façon générale, c'est pas trop mon type de jeu de prédilection. En fait, on devrait arrêter de faire des émissions sur des trucs où tu n'es pas. C'est pas. Non, parce que c'est justement, c'est là que c'est vachement plus marrant pour moi d'essayer de trouver. Mais récemment, il y a un jeu que j'ai trouvé plutôt réussi dans ce type. C'est un jeu que j'ai acheté uniquement parce qu'il a été dans la sélection du Spiel. Et que je me suis dit que si le Spiel l'avait sélectionné, c'est que ça devait être intéressant. Je pense que c'était l'année dernière d'ailleurs. C'est un jeu de... Alors aussi parce que c'est un jeu de Casper Lapp. Ah, mais voilà. Voilà, que j'ai la boîte. Alors c'est drôle parce que oui, elle fait la boîte à l'envers, donc moi j'ai le truc à l'envers. Donc il est sorti chez Repoprod, c'est Fun Facts, qui est un jeu coopératif dans lequel en fait on va avoir un thème. Et on va devoir donner sa réponse sur une échelle. Alors souvent c'est de 1 à 100, mais ça peut être merci. Ça peut être moins. Par exemple, combien as-tu de jeux de société chez toi ? Donc là, ça va être la question. Donc on va tous marquer notre petite réponse. Le premier à jouer pose sa réponse face cachée au milieu de la table. Et puis dans l'ordre du tour, on va devoir se dire si on est au-dessus ou en dessous. Et bien sûr, on peut s'intercaler. Et ensuite, on va révéler et il faut que ce soit dans l'ordre croissant. Ouais, donc en fait, on va estimer la réponse des autres joueurs pour pouvoir se positionner. Oui. Et ça se joue dans l'ordre du tour. Donc on peut, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, on peut s'intercaler entre deux réponses. On peut s'intercaler, ouais. Donc par exemple, tu vois, la question combien vous avez de jeux de société, c'est sûr que si moi je suis en première, il y a des chances que les autres soient en dessous, ça dépend avec qui je joue, mais... Ça dépend avec qui tu joues. On a eu la question avec des gros... Enfin, on était en groupe de gros... Enfin, de vraiment... gros acheteurs et gros joueurs. Voilà, gros fans de jeux de société, donc c'était assez drôle. Et t'en as plein. Et pour le coup, j'en ai quand même fait beaucoup de parties. Ça fonctionne toujours bien. Et il n'y a aucune question que j'ai trouvée à double sens, racole et tout. Il y en a une, par exemple, qui pourrait... Mais la façon dont c'est posé, et puis ça ne... C'était, par exemple, combien estimez-vous que vous êtes à l'aise avec la nudité ? Mais si tu veux, c'est jamais fait de façon à ce que ce soit forcément orienté pour avoir des trucs... Et puis on parle de nudité, on parle pas de sexe. Exactement. Donc, y a pas de... donc en fait, il n'y a rien de gênant dans le jeu et tout. Et vraiment, moi, c'est un jeu, une valeur sûre, effectivement, quand tu... en plus, ça se joue à nombreux, comme souvent ce genre de jeu. Bien sûr. C'est une valeur sûre et jamais de trucs gênants, jamais de trucs problématiques. Moi, je n'ai fait qu'une partie de Fun Fact, c'est pour ça que je me souviens pas très bien. Mais je pense que ça n'avait pas très bien marché avec le public avec lequel j'avais joué et du coup, j'avais pas trouvé ça ouf. Non, mais c'est possible. Parce que clairement, enfin, encore une fois, comme la plupart de ces jeux-là, c'est pas non plus le jeu du siècle, tu vois. Non, mais on est vraiment sur des jeux qui dépendent des gens qu'il y a autour de la table et donc là, visiblement, ça n'avait pas pris. Et donc, ça n'a pas pris chez moi non plus. Ok. Non, moi, pour le coup, toutes les parties avec des publics différents ont bien fonctionné. Donc, tu vois, c'est un jeu que j'avais acheté un peu en blind et que j'ai au final toujours dans ma ludothèque. Donc, bien, parfait. Voilà. Cool. Ouais. T'as une autre Ouais, moi j'en ai un autre. J'en ai un autre et qui est là, c'est le ludicaire qui parle, mais je l'ai essayé à Cannes, donc forcément, je peux en parler puisqu'il m'avait énormément plu. C'est Inkit qui sort aujourd'hui. Ou non, qui sort demain même. Demain, ah oui, c'est jeudi. Demain, oui, on est jeudi et ça sort le vendredi. Et Inkit, j'ai trouvé ça tellement cool. Inkit, on est sur un jeu avec des tampons, comme son nom l'indique. Enfin, qui l'indique à moitié. Seulement si tu parles anglais, en fait. Exactement. Et dans lequel on est un peu dans la lignée des concepts et de ces choses-là, où le but va être de faire deviner des mots, justement en conceptualisant à l'aide de tampons ce qu'on doit faire deviner. Et le petit côté rigolo, c'est qu'il y a 5 manches et qu'à chaque manche, on va avoir de moins en moins de tampons pour faire deviner ce qu'on a à faire deviner. Et donc, du coup, voilà, ça va un peu exprimer ce qu'on est, ce qu'on pense et la façon dont on le pense. Parce que quand on doit conceptualiser la famille avec un coup de tampon, forcément, ça parle un peu de nous. Sachant qu'il y a 4 couleurs et 4 formes. Exactement. Et que chaque couleur est associée à une forme. Voilà, exactement, ouais. Et moi, j'y ai joué à l'alchimie du jeu. Ouais.
Et j'avoue qu'au début, j'y ai joué parce que ma fille avait super envie d'y jouer. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Et en fait, ça a été une super bonne surprise aussi. Moi, j'ai trouvé ça bluffant. En fait. Et ce qui est fort, c'est qu'au début, alors on a beaucoup de... Effectivement, on peut faire 5 coups de tampon, donc on peut faire plusieurs fois les mêmes si on le souhaite, enfin voilà, comme on veut. Et moins on en a, plus on est créatif. Exactement. Et on explore d'autres pistes, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à où on met le tampon sur la feuille. Exactement. À la pression qu'on exerce. Oui, au fait qu'on peut plier la feuille aussi pour n'avoir qu'un bout de ce qui le tampon parce qu'en plus, afficher. après, la personne qui doit deviner, elle récupère les cartes et on en rajoute une. On en rajoute une, oui, c'est ça. Pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à la fin, à la toute fin, ce qu'on a fait, c'est super. Il y a un côté super poétique. Ouais, complètement. Et pour moi aussi, pareil. Enfin, vraiment, je ne partais pas conquise et vraiment, ça a été une super bonne. En fait, super moi, bonne j'en découverte. attendais rien. C'est-à-dire que je l'ai découvert à Cannes, chez BlackRock, vraiment dans la partie pro et tout. Donc, tu sais comment ça se passe. On enchaîne les jeux. Et donc, j'en attendais rien. Je vois ça, je me dis, bon, ça peut être marrant. Voyons ce que ça peut donner. Et au départ, en plus, je vois, dans l'annonce, c'est un jeu à partir de 7 ans, machin. Je me dis, cool, un jeu enfant qui peut être sympa, voilà. Et je le teste. Alors, en fait, c'est pas nécessairement un jeu enfant, loin de là. Mais tu peux jouer avec des enfants. Tu peux jouer avec des enfants sans difficulté. Mais voilà, moi, je me suis retrouvé dans la situation où donc l'histoire de la famille, il restait un coup de tampon. J'avais le droit qu'à un coup de tampon. Bon, pour moi, la famille, c'est le cercle familial, etc. Donc, j'ai pris le tampon rouge qui fait des disques. Sauf que ma voisine devait faire deviner basketball. Et que dans la carte qui a été piochée, qui a été rajoutée, c'était café. Ça fait beaucoup, quoi. Donc, ça fait beaucoup de trucs qu'on pourrait imaginer avec cette forme-là. Et donc, on a perdu sur ce tour-là. mais en l'occurrence, voilà, c'est très poétique. Ça parle vachement de nous, finalement. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper cool. Et donc, Inkit, c'est un jeu de Romain Clément et Kevin Gauvin, illustré par Jérôme Soleil, et qui est édité chez Banquise. Voilà. Ok, très bien. Moi, je vais te parler d'un autre jeu que j'ai découvert à l'Alchimie du jeu. Pareil, un jeu, en fait, on passe et il y a une animatrice qui nous dit venez jouer avec les auteurs. Et moi, je me dis, oh là là, je veux pas, laissez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Non, merci. Non, merci. Elle a insisté un peu et là, je me dis, non, c'est hyper impoli, donc du coup, on y va. Et on joue avec un des auteurs, donc c'est les auteurs de l'hippogramme, Pierrick et Renaud Libralesso. Ouais. Donc le jeu c'est Mind Me qui est illustré par Florence de Nazel et je ne sais plus chez qui c'est Olémin Games. Parce qu'à chaque fois il faut que je retourne, c'est fou ça. Ah oui, Olémin Games, c'est l'éditeur de Olémin. Voilà. Et donc de ce jeu, c'est un jeu, on voit un petit peu si on connaît les personnes avec qui on joue. Alors quand tu joues en festival avec des inconnus, c'est compliqué. Bon là, nous on joue avec nos enfants. Ouais. On peut dire qu'on les connaît a priori, un petit peu. Enfin, voilà. Ce qui était un peu dramatique, c'est que toute la partie, en fait, l'auteur du jeu trouvait mieux les réponses que nous pour nos enfants, ce qui était. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'était un peu gênant. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse parce que moi, je l'ai découvert à Cannes aussi. Ah, toi aussi. Oui. Et en fait, avec une démo, et j'ai trouvé ça tellement nul. Et tu m'as dit c'est canon, donc du coup j'en ai pris et je vais le réessayer. Putain, la responsabilité que tu viens de me faire. Non, mais parce que je pense que en fait c'était juste pas adapté en fait là où je l'ai testé. Écoute, et pas de la dans bonne le façon. jeu en fait on va avoir une question. Il y a un joueur ou une joueuse qui pioche une carte avec une question et on doit tous mettre la réponse qu'on pense que cette personne mettrait. À donner, ouais. Et en gros, il y a un système. Alors, je sais plus comment. En vrai, le scoring a peu d'importance. C'est le genre de jeu où le scoring a moins d'importance que les réponses et les discussions et le fait qu'on rigole derrière. Et si jamais on trouve exactement la bonne réponse, là on marque plus de points. Ouais. Et nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un running gag dès la première, parce que forcément, on a du coup, comme l'auteur du jeu, c'était Pierrick Libralesso, trouvait mieux les réponses, on a considéré qu'il devait probablement être de notre famille. Et donc, on a eu tout un running gag. Et en fait, on a eu une dernière question qui allait exactement avec ce running gag, ce qui fait qu'on a eu un fou rire. Ouais, mais moi, j'ai eu un fou rire vraiment où je ne pouvais plus m'arrêter de rigoler. Alors, je sais pas si j'y rejoue, si ce sera aussi bien ou pas, je n'en sais rien. Oui, mais du coup, tu as vécu un super moment. Mais et c'est ça, voilà. Ça laisse cette partie, souvenir, je m'en souviendrai. On s'est tellement marré.
C'était parce que je crois qu'il y avait le truc le plus utile au monde. Donc, quelqu'un a répondu la famille. Et je crois que j'avais mis la contraception. Et je crois que les deux ensemble, c'était un Ça peu... fonctionne pas. Ça- Ouais, c'était un peu antinomique, bizarrement. Complètement. Ou Ouais, pas, d'ailleurs, je ne comprends. sais pas. Mais vraiment, moi, c'était une très bonne surprise. Complètement improbable parce que c'est clairement pas ma cam. Et j'allais un peu à reculons. Et finalement, ça, c'est une super partie. Et je pense que ça Je peut très comprends. bien marcher. Je comprends. Voilà. Très bien. Et pareil, il n'y avait pas de carte gênante ou... Non, tu j'ai vois. pas l'impression dans, Voilà, effectivement, dans ce merci, que j'ai merci, vu. on vous remercie de faire ça, Ouais. quoi. Et on passe au suivant pour Oui. moi. Le suivant pour moi, c'est un jeu qui reprend les mécaniques du Time's Up. Et c'est un jeu qui s'appelle Komojo. Komojo. Inconnu à mon bataillon. C'est vrai. Ouais. Ah là là, tu rates quelque chose. Donc Komojo, c'est en fait vraiment la mécanique du Time's Up. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de cartes qu'on doit tous se faire deviner les uns les autres dans un temps imparti. Mais à la différence du Time's Up, on va dans Komojo parler les premières cartes, la première manche pour faire deviner nos cartes. La deuxième manche, on mime, et la troisième manche, on dessine. C'est marqué. Mais dans tous les cas, il y a une contrainte quand on fait deviner. Et c'est ça qui apporte un peu le sel au truc et la vraie différence par rapport à un Time's Up, c'est que tu peux avoir dans la première manche où tu dois faire deviner tes cartes en parlant, et ben on peut te dire de crier en chuchotant ou de parler mais la langue tirée. Et du coup, ça devient vachement plus compliqué. Ok. Voilà. Bon, Donc c'est complètement con. oui. Mais ça marche super bien. Et la différence de Time's Up aussi, on est dans un Time's Up family, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes que tu dois faire deviner, c'est tout et n'importe quoi. Ok. Un cocktail sans alcool, j'en sais rien, un créneau, il y a plein de cartes. Ok. Et donc on est, voilà, c'est du pur jeu d'ambiance. Tu découvres les autres dans leur façon de faire deviner les choses parce que quand tu es contraint, par exemple dans le mime, il y a d'autres trucs très rigolos. Tu peux utiliser des gens comme marionnettes pour faire deviner ou mimer avec les coudes collés au corps, quoi. D'accord, ok. Voilà. Bon. Et voilà, moi je trouve ça très cool, ça marche. Ok. Tu passes un bon moment. L'autrice, c'est Anne Kerveillant et l'illustratrice, c'est Marie-Félix. Et le jeu est édité chez Cool Muses. J'allais dire Cool Mini Notes, ça m'étonnerait, Non. mais il n'y a pas de figurine dedans. Et Pixie Games, Ok. voilà, qui édite avec eux et distribue le jeu. Ok. Voilà. Moi, je vais te parler d'un jeu. Alors, c'est pas un jeu que j'ai particulièrement adoré, mais c'est Fucking Dilemme de Corentin Lebras et Théo Rivière, qui était sorti chez Lumberjack. Qui a alors je mémoire les illustrations, les illustrateurs, j'ai oublié, c'est Gorobei. T'as pas un lien Si, je vais regarder la fiche. C'était Gorobei, et puis il y a un autre illustrateur qui doit être Maxime Morin. Oui, c'est ça, je vais retrouver. Et dans Fucking Dilemme, en gros, on a un joueur à qui on va soumettre un dilemme improbable entre un truc ultra cool, par exemple se déplacer sans avoir besoin de se déplacer en se télétransportant, et puis un truc vraiment horrible, par exemple dormir de toute ta vie dans des draps mouillés. Alors, Et on doit choisir, enfin les autres joueurs et joueuses vont choisir laquelle des deux est-ce qu'il préférera en fait pouvoir se téléporter mais dormir toute sa vie dans des draps mouillés, ou bien non, il préfère renoncer. Ouais, c'est ça, parce que c'est avoir un truc super cool, mais une contrepartie un peu pénible. Voilà, une contrepartie pénible. Ouais, Ouais. c'était. En fait, ça reprend. Il y a un autre jeu qui fonctionne un peu comme ça déjà. D'accord, ok. C'est pas une idée ultra originale. Bon, j'avais trouvé ça rigolo, moi, mais en fait, je sais pas, c'était pour moi un peu mou. Tu vois, il y a pas de. C'est rigolo, et Théo Rivière l'avait dit, c'était plutôt feel good. Tu vois, il y a oui, pas alors de en truc, fait, trop ce qu'il avait foireux, expliqué, mais... bon, moi j'avais pas adoré ma partie clairement, mais c'est vrai que ce qu'ils avaient expliqué, c'est qu'ils voulaient faire un jeu justement icebreaker, machin, yule, sans le côté raciste, homophobe, misogyne de blanc manger coco. L'idée c'était un peu de faire proposer autre chose. Clairement, il n'y a pas du tout, connaissant plus, toutes ces personnes, c'est pas du tout le genre de leur genre et tout. Mais il y a quand même un peu d'humour potache. Ouais. Et, moi, je
déteste l'humour potache, mais à un point que vous n'imaginez pas. Tout autant que la misogynie, homophobie. Enfin, vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. Donc, oui, non, même... mais c'est ça. Voilà, dans moi, dans les exemples, il y avait, tu vois, tu parles de dormir dans les draps mouillés, mais en fait, c'est plutôt péter constamment ou voilà, des trucs ou comme lécher ça. l'anus d'un chat. Il y a un truc comme ça voilà, dont je me suis toujours pas remise. Bon. Clairement, c'est faire une proposition qui n'est pas transgressive dans le mauvais sens du terme comme Blanc Manger Coco, voilà. Et ça, c'est super louable. Et effectivement, il mieux vaut que les gens jouent à fucking dilemme qu'à Blanc Manger Coco. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, en plus, l'idée du dilemme improbable, c'est assez marrant quand tu fais les propositions, mais en fait le problème c'est que moi je trouve c'est que une fois que tu as retourné les cartes et que tu as fait le dilemme improbable, le reste, je dis pas que tu t'en fous un peu, mais tu t'en fous un peu plus quoi. En fait, c'est presque les combinaisons qui sont les plus drôles à faire. Mais vraiment en tout cas, voilà, mieux vaut jouer, enfin c'est quand même un jeu qu'on a conseillé dans ce style-là. D'autant que effectivement sur les jeux du dilemme du trolley, il y en a plein en fait. Les noms me reviennent même pas en fait, mais je les avais listés et je n'arrive pas à m'en souvenir, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais voilà, mais après ça reste, oui, c'est quand même marrant. Je peux pas dire que j'avais passé un mauvais moment, c'est pas du tout le cas. Après c'est que voilà, moi je suis pas, c'est pas non plus, comme je l'ai dit, ma cam, et je suis pas fan de l'humour potage, donc ça m'exclut un peu. C'est plus compliqué. Voilà. Ok. On n'est plus vraiment dans mon top, mais on arrive sur des jeux qui sont cool parce que je les aime bien. Et le suivant pour moi, c'est Mamie Moulmaki. Je sais que tu adores le titre. Je comprends pas. Mais parce qu'en fait, c'est très simple. Je trouve que c'est un petit bac. Exactement. Ouais, c'est un jeu qui reprend le bac. Et donc, du coup, le Mamie Moulmaki, c'est juste 3 mots qui n'ont aucun lien entre eux, à part la première lettre. Oui. Voilà, c'est tout. L'idée, c'est qu'on va se retrouver dans une mécanique de jeu où il faut essayer de faire des propositions qui sont différentes de ce que vont proposer les autres. Donc, ça pousse un peu à la réflexion, un peu à la Just One, où il faut éviter d'avoir la même proposition que les autres. Et donc, il ne faut pas avoir le truc le plus évident, parce qu'on a toujours on a 8 questions, entre guillemets, et un des 20, je crois, qu'on lance pour avoir la lettre dont les mots doivent commencer, par laquelle les mots doivent commencer. Faisons des phrases françaises, c'est mieux. Et donc, par exemple, et c'est ce qu'il y a sur la boîte, les vieux l'aiment, ça commence par un M, mamie, je suis le seul à l'avoir, super, je marque 2 points. Si on était 2 à l'avoir, j'en marquerais 1, je crois. Et si vraiment comme dans le petit bac. Exactement. Et si c'est pourri, je marque aucun point. Et donc, peut s'ouvrir et se fermer, une moule. Voilà. Okay. Et enfin, au rayon frais, des maquis. Super, d'où le titre Mamie Moule Maquis. Voilà. Bon. Ça fonctionne. Foulés, hein, en matière de game design, ils se sont pas trop foulés. Ils se sont pas foulés, mais ça marche. Oui. Ça marche bien. C'est là aussi, il n'y a pas de. Enfin, c'est les joueurs qui vont en faire un truc avec de l'humour foireux, parce que en soi, les cartes n'en ont pas vraiment. Voilà. Ok. Moi, il y a un jeu que j'aime bien, j'y joue rarement maintenant, c'est I Love Broccoli. Je sais pas si tu y avais joué. Alors non, j'y ai pas joué et je crois qu'il est plus édité, donc si je veux y jouer, il faut que j'aille jouer chez toi si tu l'as. C'est ça. Alors de mémoire, ça fait un bout de temps qu'on n'y a pas joué. On choisit un thème. Et il y a une personne qui ne connaît pas ce thème et tout le monde doit répondre à la question. Par exemple, c'est as-tu déjà fumé des joints ? Je le dis au hasard, vous allez comprendre pourquoi. Et donc chacun répond et donc la personne revient et en fonction des réponses, elle doit trouver dans la liste des questions potentielles quelle est la bonne réponse. Alors quand tu joues avec des enfants, ce genre de questions, des enfants de 8 ans, a priori, ça élimine vachement plus, tu vois, ou s'ils répondent oui, c'est gênant. Bon voilà, c'est un peu l'idée. Je crois que c'est un jeu de Mathieu Lanvin qui était sorti chez Cocktail Games. Ça c'est une excellente question, comme je t'ai dit. Je me réserverai ce sera coupé si j'ai dit n'importe quoi. Après franchement c'est marrant, ça fonctionne très bien. Nous on a eu quelques petits fou rire dessus et voilà, ça fait le taf effectivement en termes de jeu icebreaker. Ouais, ça marche. Moi mon suivant c'est Stay Cool. Tu le connais celui-là ? Oui, j'adore. Stay Cool. Alors Stay Cool c'est ça. Et Stay Cool c'est très très bien. Excellent. Parce que on est dans un jeu qui mélange 2 mécaniques, le quiz et la saturation cognitive. L'idée, c'est que un joueur va répondre à des questions qui sont posées par les 2 joueurs qui l'entourent. Et il y a
en fonction du type de question et donc du joueur qui pose la question, il devra répondre soit par écrit en tournant des dés pour écrire le mot, soit à l'oral, en sachant que tant qu'il n'a pas répondu, les joueurs ont le droit de continuer à lui poser la question. Et même, c'est plus que le droit. Ils doivent le harceler et de répéter la question. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est de se télescoper dans les questions, mais sinon, on répète. Tout ça dans un temps limité. La première manche, on voit le sablier se faire retourner. C'est quelqu'un qui le gère. Exactement. À la deuxième manche, on doit annoncer quand est-ce qu'il faut retourner le sablier. Et à la troisième, on ne voit plus le sablier. Il faut quand même annoncer. Voilà. Et donc, du coup, on essaye de prendre de la sécurité. Et donc, on retourne parfois beaucoup trop tôt. Voire trop tard. Et dans ces cas-là, c'est foutu pour nous. C'est un jeu de Julien Santis illustré par Nils et édité chez Le Scorpion Massif. Moi je trouve que c'est un jeu excellent qui ressemble à aucun autre. Vraiment, il est vraiment incroyable. En plus, voilà un jeu auquel j'étais hyper forte, donc je peux me la raconter. Mais c'est en fait, si on arrive à vraiment séparer les questions. En fait, on n'est pas sur du jeu de quiz. Enfin, les questions sont ultra simples. Oui, c'est vraiment juste plutôt de gérer plusieurs informations en même temps. Moi, je trouvais que c'était un jeu. J'y avais joué à Cannes aussi avant qu'il sorte et j'avais été vraiment super bluffé par le jeu. Et c'est quelque chose que tu n'as pas l'impression d'avoir vu 1000 fois partout. Quoi. Pour le coup, là, il y a vraiment une originalité qui est assez folle dans le jeu. Quoi. Et donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Ouais, pareil. Super choix. Merci. Après, il y a des gens qui moi, explosent. Je connais des gens qui n'y arrivent pas du tout. C'est parce que vraiment, le fait qu'il y ait deux informations qui arrivent en même temps, ils saturent complètement et du coup, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire, répondre, quoi, comment, où ils sont. Enfin bon, bref. Comment ils s'appellent. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable, d'ailleurs, parce que je suis pas dans ce cas-là, donc j'ai du mal à imaginer qu'on puisse qu'on puisse bugger autant en fait, juste avec deux informations qui arrivent en même temps. Mais ça arrive. Ça arrive. Est-ce que t'en as d'autres ? Non, je crois que j'avais épuisé ma liste parce qu'en fait, pour tout dire, il y a un jeu que j'avais donné un titre de jeu à Rémi. En fait, en revérifiant, ce n'était pas le jeu auquel je pensais et je n'arrive pas à retrouver. Alors, tu sais quoi ? Explique. Non, parce qu'en fait, c'est tellement confus dans ma tête. C'était un jeu par équipe où il fallait retrouver qui était dans notre équipe ou pas. On répondait à des questions et en fonction des réponses, on devait réussir à éliminer. Je pense qu'il y avait une histoire de blanc et noir dans le jeu. Ça avait été, je me souviens d'avoir vu joué par Martin Wittberg et Sylvain et Aline. Dans un monde de jeu. Donc Martin, Sylvain, Aline, si vous vous souvenez de ça, avec cette explication un peu foireuse, ou si quelqu'un d'autre a des idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. C'était le pire pitch de monde de jeu. Peut-être qu'elle pourra retrouver le nom du jeu. On s'était dit, waouh, ça a l'air vraiment sympa. Comme on n'est pas eu, je n'avais pas, plus creusé la question, mais je m'étais dit, ça doit être vraiment marrant ce jeu. Et je regrette parce que j'aurais pu vous en parler et pas parler d'un autre jeu qui avait aucun rapport, qui était dans la liste. Voilà. Toi, t'as quoi d'autre ? Ouais, je vais en rajouter deux petits et puis après on verra si on termine là-dessus ou pas. J'ai Unanimo, qui est un petit jeu qui est aussi chez Cocktail Games. Ils en ont quelques-uns quand même là dans notre sélection. Unanimo, c'est un jeu dans lequel le but va être, à partir d'une image, de noter 8 informations. C'est souvent des mots d'ailleurs. Auquel cette image nous fait penser. Le but est d'être unanime. Voilà. On ne marquera des points qu'avec les mots qui sont communs à tous les joueurs autour de la table. Okay. L'exemple qui est sur la boîte, c'est on voit une coccinelle sur une feuille avec un ciel bleu derrière. Et donc on pourrait mettre insectes, rouge, bleu, vert, herbe, etc. Ladybug, on peut imaginer tout ce qu'on veut. L'idée, contrairement à Just One où il faut se distinguer, où il faut se distinguer, là il faut être comme tout le monde. Okay. Et donc essayer de trouver les mêmes choses que les autres. Okay.
plutôt cool, ça fonctionne bien. Évidemment, on est aussi là sur du jeu qui se joue nombreux. Plus on est nombreux, plus c'est rigolo parce que ça devient plus difficile. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est très très cool. C'est un jeu avec plein d'illustrateurs différents, évidemment, et plein d'auteurs. Theo Koster, Aura Koster et Theora Design. Et aux illustrations, Bill Gordon AB, qui doit être une boîte avec des illustrateurs. Olivier Fanière, Boris Cape, je ne sais pas comment on dit, Cyril Saint-Blanca et Theora Design également. Et je l'ai dit en début, c'est édité par Cocktail Games. Et le suivant, c'est un jeu édité par Bakaku. Bakaku, ils ont quelques jeux, c'est une boîte d'édition assez récente. Donc le jeu, j'en parle d'abord, c'est Nicole. Et donc Bakaku, ils ont plusieurs jeux avec que des prénoms comme ça. J'ai Bernard. Nicole, Monique et Bernard. Voilà. Monique était le premier à sortir et Nicole, je trouve qu'il est assez rigolo parce que dans Nicole, on va jouer un peu comme dans Shabada. Tu te souviens du fonctionnement de Shabada ? 2 équipes qui s'affrontent. Là, il y a autant de joueurs qu'on veut, globalement. Et perd celui qui n'a plus d'idée. Et donc, on pioche une carte, on lit quelque chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec des mains en mousse ? Et je vais faire la première proposition. On ne peut pas conduire. Et puis, tu vas faire une proposition, et ainsi de suite. Quand je n'ai plus de proposition à faire ou que j'ai répété une proposition qui a déjà été faite, ça s'arrête, j'ai perdu et on continue comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que ça fait aussi partie des jeux où on peut jouer tant que les gens s'amusent. Je trouvais ça rigolo. Ils ont, comme dans toutes leurs boîtes, des thématiques très grand public et ils font une sélection de cartes plutôt orientées adultes. Et c'est là où je trouve le truc plutôt intéressant, c'est que tu n'es pas du tout obligé de jouer avec ces cartes-là. En fonction du public avec lequel tu joues, tu sors ces cartes. Tu adaptes et les basta. cartes, ok. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Ça fonctionne. Ok. Ça fonctionne bien. Bon, je te promets pas que j'y jouerai, mais... Non, mais je sais que tu n'y joueras probablement pas d'ailleurs à celui-là. Mais voilà. Ok, très bien. Tu avais d'autres trucs à ajouter Non, ou je on a pense fait qu'on le tour. oui. Bon, encore une fois, on est sur une sélection. Il y a plein de jeux qui pourraient rentrer dans cette case-là d'Icebreaker. Ouais, c'est vrai. D'autant plus qu'encore une fois, on n'est C'est pas sur une mécanique c'est une fausse à proprement catégorie. parler. Enfin, Voilà, c'est une exactement. catégorie où tu peux mettre beaucoup de choses. On peut y mettre plein de trucs. Un petit Lacerda si t'as envie de casser la glace avec des joueurs Là, experts. tu vas peut-être casser l'ambiance du coup en fonction de la typologie de joueur avec laquelle tu es. Mais effectivement, tu pourrais sortir presque n'importe quoi puisque les jeux d'escape game pourraient fonctionner en icebreaker parce que tu vas être obligé de collaborer avec les autres, etc., etc. Les jeux à identité cachée aussi fonctionnent. Les jeux à identité cachée pourraient faire les quiz, en fait, tout ce qu'on appelle les jeux sociaux où il y a qui relèvent de cette catégorie. Assez... Même les jeux où on va raconter des histoires, type comment j'ai adopté un gnou, comme les story cubes, tout ce qui est jeux de storytelling. Exactement. Donc il y a encore une fois plein de jeux qui pourraient rentrer dans cette catégorie, qui est une catégorie plus vaste que juste une mécanique de jeu. Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Si vous retrouvez si quelqu'un retrouve le jeu auquel je pensais, mais vraiment bravo déjà, parce que c'est presque l'énigme, tu vois, c'est presque un jeu d'énigme. Exactement, mais c'est pas grave, c'est justement, ça peut permettre de retrouver ce fameux jeu. Merci Paul Gara, encore une fois. On se retrouve bientôt pour la prochaine émission. Oui. Je sais pas encore de quoi on va parler. Mais... On avait une idée qui était cool, je trouve. Ouais, on fera ça. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.